mon identité discutée par les médias et les autorités, soumises ou violentes, inciviles ou ignorantes. Ainsi, les hommes en costard me décrivent. Ce qui donne le pouvoir à d'autres hommes et femmes, pourtant ne portant pas de costume, ayant les mêmes droits, ayant les mêmes soucis que moi. Excusez-moi, je vais commencer. Ainsi, les hommes en costard me décrivent, ce qui donne le pouvoir à d'autres hommes et femmes, pourtant ne portant pas des costumes, ayant les mêmes soucis que moi, de m'agresser, de m'harceler et de me déshumaniser. L'homme en costard nous a bien divisés. L'homme blanc en costume nous a déshumanisés. Je travaille 3 fois plus pour me prouver. Syndrome de l'imposteur envahissant, à cause d'un racisme flagrant. On nous parle comme si nous venions d'un ailleurs fantasmé, comme si le thé à la menthe faisait partie de nos 5 piliers. Être musulman n'est pas forcément lié à une frontière, mais quand comprendront nos confrères? Ou encore, celles qui ne vont pas considérer notre pluralité, comme s'il n'y avait qu'un modèle de femme émancipée. Elles vont te considérer comme une pauvre chose à sauver, pour ne devenir qu'une vulgaire copie de leurs pensées. Ou ces féminationalistes qui vont considérer que l'homme blanc est sans danger. Mais tout ce qui est un peu plus basané sera considéré comme incivilisé. Laissez donc mon féminisme hors de votre racisme. Ou ces hommes blancs qui disent vouloir nous marier et qui vont nous sauver des hommes racisés. Que leur présence est une bénédiction pour notre liberté. J'aimerais te dire, commence par faire la vaisselle et cuisiner. Sauve-moi de la charge mentale que tu m'as donnée. Sauve-moi de tes préjugés. Ton sexisme m'a plus que dégoûtée. On veut des droits et pas des sauveurs. Votre présence n'est qu'une défaveur. J'ai aussi une pensée à celles qui vivent le racisme latent, qu'on classe comme invisibles ou laïques, celles qu'on dit « tu n'es pas comme les autres », pour sous-entendre civilisées. Elles vous répondent « quand vous parlez des autres, parlez-vous de ma mère ou de ma grand-mère ?» L'indécence à son comble, l'insolence à son plus haut degré, l'arrogance à son paroxysme. L'homme en costume, penses-tu être une référence? L'homme en costume vient-il d'insulter ma mère et ma grand-mère pour essayer de me faire sentir unique et civilisée? Pense-t-il être en train de me bénir sociétalement? Votre bénédiction est un poison que je vomis, une symphonie qui me provoque une dysphorie. Votre chant n'est ni tolérance, ni humanité. Je vois très bien que ma douleur vous procure l'euphorie. Elle vous nourrit comme des vautours autour de mon cadavre, en train de picoter ma chair et mon espoir. Seul, je me plains et je vous vomis. Quelle honte! L'homme blanc en costume nous a bien divisés. Aujourd'hui, mes adelphes et moi avons décidé de restituer notre dignité, de rétablir nos droits estompés, de réécrire nos histoires falsifiées par l'homme blanc au costume, survisible ou invisible à nos histoires. Bienvenue dans cette exposition, en ce jour de vernissage qui est l'aboutissement d'un projet participatif initié par l'Institut des études genre de l'Université de Genève. Finalement, j'aimerais souligner que cette exposition a lieu grâce au soutien du service de l'agenda 21 de la ville de Genève, du Fonds national suisse de la recherche, du Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences du canton de Genève, du Fonds général de l'Université de Genève, du Bureau de l'intégration des étrangers du canton de Genève, de la Société académique de Genève et de F Information. Nous remercions ces sponsors et nous demandons à ces derniers de se poser des questions sur les sujets qu'on va traiter ici. Est-ce que l'Université de Genève, par exemple, acceptera-t-elle
Une personne portant le foulard parmi ses enseignantes. Une personne portant une coupe afro, un turban, un poutou ou un bindi. Des colliers bouddhistes parmi ses doctorantes, parmi ses collaboratrices. Idem pour les postes de travail à la ville de Genève ou pour une enseignante ou DIP. Nous ne voulons pas seulement être admirés par nos histoires ou vous voir nous dire que nous sublimons nos expériences douloureuses. Nous voulons aussi poser des vraies questions au sujet des identités multiples au sein de notre pays, la Suisse, au sein de notre canton Genève. Nous voulons poser le débat, nous voulons arrêter la déshumanisation et reprendre notre dignité. Cette exposition fait émerger la parole de 8 photographes engagés pour la déconstruction des préjugés. Cindy Banani, Amel Benkara, Inès Elchir, Aïda Ahmad, Vlora Imeri, Mariam Moussa, Nidonit et Rabab Nour. Merci beaucoup. Vous expliquer le contexte du soutien à ce projet. Ça s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action que la ville de Genève a lancé en 2019 suite à une motion du conseil municipal pour renforcer les actions de la ville en matière de prévention du sexisme et du harcèlement dans l'espace public. Un plan d'action qui s'appelle Objectif zéro sexisme dans ma ville. Vous trouvez toutes les informations qui le concernent en ligne. Et puis, il y a un petit rapport d'activité des 3 premières années de mise en œuvre qui est disponible, version papier ici et puis également en ligne. Ce plan d'action, il a permis de mettre en œuvre toute une série de mesures dans différents domaines, à différents niveaux, et notamment de collaborer avec l'Institut des études genre pour faire une collecte de données locales, ce qui manquait beaucoup en 2019. Donc ça, vous pouvez le trouver aussi en version papier ici et puis en version électronique sur le site de la ville. C'est un rapport très riche qui montre la réalité très complexe genevoise et puis qui permet aussi de documenter le fait que les femmes, certaines femmes, vivent une cumulation de discrimination aussi à Genève, parce que des fois, c'est des choses qu'on invisibilise un petit peu et que ce cumul de discrimination, il empêche un accès plein et entier à l'espace public, aux installations, aux prestations publiques. Et ça, c'est un enjeu de citoyenneté. Donc, travailler à faire en sorte que tout le monde ait accès sereinement à l'espace public, se sente légitime de faire usage de l'espace, de se l'approprier, on se sentant en sécurité, on se sentant à l'aise, c'est un enjeu de démocratie. C'est pour ça que la ville, elle travaille sur ces enjeux-là. Et c'est grâce à des projets comme celui de ce soir qu'on fait progressivement bouger les lignes. Donc, je remercie beaucoup toutes les personnes qui ont permis à ce projet de voir le jour, donc à commencer par les autrices des photographies et l'équipe qui les a accompagnées, l'Institut des études genre, tous les partenaires du projet, et puis le service culturel aussi pour ces super locaux. Et puis, du coup, je laisse la parole, du coup, je ne sais pas à qui, en fait. D'abord moi. Je pense qu'on va utiliser le micro. Super, alors merci beaucoup. Vous m'entendez relativement bien? Je crois que oui, j'entends l'écho. Merci Rabab Nour, merci Chloé Berthet pour cette ouverture. Je vous propose qu'on passe maintenant à un moment de discussion collective qui va durer à peu près une trentaine de minutes avant qu'on puisse passer à la suite des festivités et continuer le tour dans l'exposition. Comme vous avez peut-être déjà pu le constater en vous baladant dans cette salle, cette exposition, elle reflète différentes perspectives, différents points de vue autour de ces enjeux justement de survisibilité et d'invisibilité qui touchent des femmes de confession musulmane, croyant ou non, pratiquant ou non, à Genève et en Suisse romande. Donc l'idée maintenant un peu de la discussion collective, ça va être d'essayer de mettre un peu en perspective certaines en tout cas de ces problématiques qui émergent des projets de photographie, et puis nous amener finalement à discuter de termes plus larges, des thèmes qui touchent à des enjeux de discrimination, d'accès à la citoyenneté, d'espace public, et puis aussi toute cette question d'identité multiple. Alors, je vais commencer par vous présenter les intervenantes. Donc,
Amel Benkara, ici, avocate. On a Mariam Moussa, diplômée en lettres et qui travaille maintenant dans l'enseignement spécialisé avec des personnes aveugles, avec des enfants aveugles. Rabab Nour, également étudiante en lettres. Donc ça, vous trois, donc vous faites partie des personnes qui ont initié, réalisé et puis dont les projets sont présentés ici sur les murs. Et puis on est ravis d'accueillir aussi avec nous ce soir Selima Kebaili et puis Éléonore Lépinard. Vous êtes toutes les deux chercheuses au Centre en études genre de l'Université de Genève, de Lausanne. Pas de Genève, de Lausanne, pardon. Alors, pour démarrer, j'aimerais poser une première question à Amel Benkara. Amel, toi, tu exposes un projet que vous avez exactement là sous vos yeux, que tu as intitulé « Dans ma peau ». Dans cette série, tu proposes en fait aux spectateurs de s'immerger dans un quotidien, dans des activités de la vie courante. Et puis ma première question pour commencer un petit peu à discuter, ce serait de te demander, il y a des photos qui sont prises dans différents lieux de l'espace public. Et puis, comment est-ce que tu les as choisis? Pourquoi ces lieux? Pourquoi ces espaces? Alors, je pense que chaque lieu a un peu son histoire, mais typiquement à la piscine, je pratique moi la natation depuis mon jeune âge. Et puis, c'est vrai que selon la perspective dans laquelle on se place, on ne se rend pas compte que pour une femme musulmane qui souhaite pratiquer la natation avec le burkini, à Genève, malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu le parcours du combattant. Parce qu'il faut appeler la piscine, demander est-ce que vous acceptez le burkini, est-ce que vous ne l'acceptez pas. Et puis voilà, on trouve ensuite quelques piscines à Genève, il n'y en a pas énormément, qui acceptent qu'on puisse se baigner avec un burkini, mais une image en fait qui peut paraître banale pour tout un chacun, se baigner à la piscine, et pour une femme musulmane qui souhaite le faire à sa manière, j'ai envie de dire, c'est plus compliqué. Ensuite, des espaces qui sont assez communs pour tout un chacun, le lieu de travail, le lieu de travail pour moi comme pour vous, c'est le bureau, et puis on y passe la journée. Et puis peut-être que pour une femme musulmane, ensuite, je précise que je parle toujours pour moi et puis en mon nom propre et jamais au nom de toutes les femmes musulmanes parce qu'on est toutes différentes. Mais pour moi, des fois, ça consiste aussi à poser un tapis de prière par terre et puis effectuer ma prière qui dure 5 minutes. Et puis voilà, donc c'est peut-être pour donner ces aspects-là du quotidien qui ne sont pas forcément évidents à entrevoir pour une personne lambda, j'ai envie de dire, qui ne vit pas forcément ce que je vis, mais voilà, pour le partager avec tout le monde. Mais d'ailleurs, sur une de tes photos, pour rebondir sur ce que tu as dit, donc sur une de tes photos, on voit donc une jeune femme en robe d'avocate. Et puis moi, j'aimerais aussi essayer de te demander quel regard tu portes, toi, aujourd'hui, à ce stade de ta vie, sur des enjeux en fait de conciliation entre voile et carrière professionnelle. C'est un enjeu qui est soulevé dans plusieurs projets de cette exposition, notamment un projet que vous voyez là-bas de Aïda. Et puis donc comment est-ce que toi tu te positionnes et tu t'es positionné par rapport à ça? Peut-être juste commencer par dire que c'est malheureux déjà de devoir se positionner sur ce genre de questions parce que comme vous l'avez vu et comme le projet d'Aïda le montre très bien, c'est que la femme musulmane, elle est présente dans toutes les sphères de la société, à tous les niveaux, dans le cadre de tous les métiers. Et puis aujourd'hui, de devoir se battre pour pratiquer son métier, c'est une réalité qu'en tant que femme musulmane à Genève, on vit. Après, le chemin est long. Une partie du chemin a déjà été faite, mais malheureusement, il reste encore beaucoup de choses à changer. Moi, j'ai la chance de pouvoir pratiquer mon métier avec mon turban, mon voile. Mais voilà, ça dépend du bon vouloir de l'employeur. Et puis, heureusement, on tombe sur des personnes ouvertes, intelligentes et qui préfèrent se baser sur ce qu'on a dans la tête plutôt que ce qu'on a sur la tête. Donc voilà, ça c'est très bien, mais il faut que ça continue et puis il faut que ce genre de pensée se développe dans la société pour que ça devienne tout à fait normal.
ça, c'est quelque chose qui s'est fait sur le temps long, enfin, quelque chose que tu t'es fait ta place progressivement aussi en faisant que voilà, il y a une confiance comme ça qui. Est-ce que tu as l'impression que parfois tu dois témoigner de plus de fiabilité ou voilà, avoir des compétences plus importantes que d'autres personnes finalement, alors que ça, voilà, ça ne devrait pas? Je pense que ça se ressent déjà au niveau des études, parce qu'on sait que quand on n'a pas encore un pied dans le monde professionnel, on appréhende toujours, et puis on se dit que si on veut être accepté, eh ben, on doit être irréprochable, on doit être la meilleure, et on doit pouvoir justifier en quelque sorte, même si ça ne devrait pas être le cas, mais pourquoi moi et pas une autre? Parce que j'ai des meilleures notes ou parce que j'ai un meilleur parcours, alors que en fait, le voile ne devrait pas nous poser dans cette situation-là. Mais malheureusement, c'est le cas, et moi, c'est la manière dont j'ai abordé la chose pendant mes études. C'était, je n'ai pas le choix. Si je veux me faire ma place dans ce monde qui est l'avocature, qui est aussi un monde très spécial, il faut donner le meilleur de soi-même, et puis peut-être que ça suffira. Alors, encore une fois, chaque parcours est différent. Pour moi, heureusement, ça a suffi. Pour d'autres, malheureusement, ça ne suffit pas. Et puis d'autres personnes n'arrivent pas encore à trouver de place dans ce monde ou dans d'autres mondes. Mais je pense que voilà, c'est en train de se faire progressivement, et qu'il faut continuer à être présente et puis à ne rien lâcher. Est-ce qu'il y a une de vous qui aurait envie de réagir un peu à ce que dit Amel avant qu'on qu'on rechange un peu de sujet? Ou bien ça va? Moi, je me vois dans ce que tu dis, donc déjà depuis les études, la peur de l'avenir, le fait de choisir un métier, de chercher d'abord si dans ce métier, il y a déjà quelqu'un qui a essayé, s'il a été refusé ou pas, donc je me vois dans tout ça. Donc je me reconnais d'une certaine manière. Et aussi un peu dans tout ce qui est un peu syndrome de l'imposteur, devoir travailler 4 fois plus pour combler le foulard qui fait du coup tâche pour eux en fait. Donc c'est surtout sur ça. Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi, enfin, ça c'est des choses que... Voilà. Je pense que c'est en effet cet aspect d'accès accès ou non-accès à l'emploi, c'est vraiment une des thématiques très importantes qui devrait plus se poser au niveau... Alors moi j'aurais une question pour Mariam Moussa. Dans ton projet photo, donc là je te cite, tu dis que tu veux te jouer des clichés helvétiques comme des idées reçues sur la communauté musulmane. Tu le fais, comme vous pourrez le voir dans ce projet, avec beaucoup d'humour. Est-ce que tu penses, toi, que justement être musulmane aujourd'hui en Suisse, c'est de devoir finalement apprendre à naviguer entre ces différentes normes culturelles? Déjà, je dirais qu'avant de répondre à la question, je voulais vraiment mettre en avant le fait que j'ai utilisé en fait l'humour à dessein, parce que je pense que c'est une manière, l'humour c'est une arme redoutable en fait pour décrisper tout le débat en fait autour de la communauté musulmane. Et je voulais vraiment apporter de la nuance, parce que je pense que malheureusement dans le débat public, on a tendance à avoir un débat très polarisé, et j'avais besoin d'amener cette touche d'humour pour un petit peu avoir un débat plus serein. Et dans un deuxième temps, pour répondre à ta question, je pense qu'à proprement parler, je parlerai pas de double culture. En étant suisse et de confession musulmane, je parlerai pas d'avoir à proprement parler de culture. Parce que moi j'aime en fait penser qu'une identité elle a des appartenances multiples, et que un peu comme je pense à un protestant qui serait un as du ping-pong, je me dis qu'il y a un peu de ça, on peut être suisse et puis de confession musulmane, parce que ça répond en fait presque à deux fonctions différentes. Le fait d'être suisse, ça va répondre à d'où je viens, puis le fait d'être de confession musulmane, ça va répondre en fait à mes questions existentielles, et c'est un peu ma manière en fait d'appréhender une sorte de guide spirituel dans ma vie. Et je crois que c'est tout. Puis non, je voulais aussi rajouter quelque chose. Je voulais quand même dire que, pour nuancer quand même ça, c'est quand même deux cases perméables, hein. La religion et la culture, elles peuvent s'influencer.
Et c'est vrai qu'en étant suisse, mais d'une minorité religieuse, parfois on peut se retrouver comme dans des petits sortes de clash de valeurs, mais c'est jamais irrémédiable. Et puis pour la petite anecdote, je me dis toujours, moi, ma fondue, ok, je mets pas du vin blanc, c'est du jus de pomme, mais ça va, quoi. Enfin, donc, voilà. Et tu as écrit aussi pour, enfin pas dans ce cadre-là en fait, mais dans un autre cadre, un texte, un très beau texte que vous pourrez découvrir dans ce coin-là de la salle tout à l'heure, qui s'intitule L'autre c'est moi. Juste, voilà. Et donc tu décris un peu en fait une personne qui se regarde dans un miroir et puis qui va essayer de déceler, comme tu le dis en fait, la sorte de bâtardise dans ses traits. Et je voulais te demander si tu pouvais nous parler un petit peu de ce texte-là. Peut-être que je peux le lire pour je l'ai sur mon téléphone. Alors, donc c'est un extrait en fait d'un texte. Alors, devant le miroir, enfant, j'essaye de lire mes traits. Lesquels sont à ma mère, lesquels du père. Ce relief, mon nez, je le scrute, c'est certain, trahit ma bâtardise. Il aurait fallu qu'il se finisse en pointe, remontant vers le nord. Il a fallu qu'il soit long, pointant au sud et courbé par le poids de l'exil. Quant à ma peau, elle rougit vite, parfaitement adaptée au climat genevois, se fond parfaitement dans le paysage. De cette face, que peuvent-ils reconnaître d'eux, mes parents? Mon visage est un champ de bataille, aux loyautés multiples. Pour eux, je ne suis certainement qu'altère, un nez droit, poli par le vent du Léman, et un teint plus déterré que rouge, soit. Oui. C'est un extrait, c'est l'extrait d'un texte plus loin. Oui, c'est juste. Et en fait, concernant en fait, ce sentiment un peu d'une sorte de bâtardise ou un peu l'idée d'être presque Frankenstein, c'est une impression qui m'a accompagnée surtout durant mon adolescence, parce que moi je suis issue d'un mariage mixte, mais aussi d'une famille multiconfessionnelle. Et des fois, en fait, on peut se retrouver dans des situations où l'écart entre nos deux mondes est tellement énorme que c'est un peu, ça peut être déstabilisant. Parce que par exemple, je pense à mes tantes en Libye, qui certaines portent le voile intégral, et ma grand-mère, j'ai un doux souvenir de son bikini rouge. Donc des fois, on est un peu, entre deux repères comme ça. Donc voilà. Donc voilà. Dans une des autres séries que tu proposes dans ton travail ici, tu as photographié une salle de prière que je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent connaître, qui est l'université de Genève, qui est vraiment située dans une cage d'escalier, une sorte de sortie de secours. Et puis, je voulais aussi te poser la question, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, justement, paradoxalement, les musulmans et les musulmanes doivent finalement un peu aussi se rendre plus invisibles, au final, que... Je pense sur la question de l'invisibilité des musulmans, je pense que, en fait, d'une part, depuis, je pense, le 11 septembre, sur la scène médiatique, la communauté musulmane, elle est extrêmement mise en avant, on est survisibilisé. Mais en même temps, on nous confisque la parole et le droit en fait de se réapproprier notre narration. Et c'est une manière de nous invisibiliser. Puis d'une autre part, je pense qu'il y a beaucoup de musulmans, par exemple dans l'espace public, et c'est le cas pour moi, qui ne sont pas visibles parce que moi je ne porte pas en fait de signes visibles de mon islamité. Mais c'est aussi parfois en fait dû à l'islamophobie, parce qu'en fait, par exemple, porter le foulard, c'est un coût social, donc elle l'a dit, l'accès à la formation, l'accès à l'emploi, ça peut même conduire même à des agressions physiques, et je crois qu'il y a certaines femmes femmes musulmanes qui sont croyantes, qui font un choix, en fait, par défaut de ne pas porter le foulard pour ne pas avoir à subir toutes ces agressions-là, en fait. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai choisi, en fait, de photographier cette issue de secours, parce que je me dis que c'est bien représentatif du malaise en fait, de la communauté musulmane, où en fait, pour exister, on doit se cacher. Donc c'est, voilà, enfin, pour pouvoir prier à l'université, ce qui nous est offert aujourd'hui, c'est une issue de secours insalubre. Donc, voilà. Merci beaucoup. Oui, tu veux... Je veux juste rebondir là-dessus, sur cette fameuse issue de secours. Il faut aussi savoir que pendant des années et plusieurs années, bon nombre d'étudiants musulmans, non musulmans, ont entrepris nombreuses démarches pour essayer d'obtenir une salle qui ne soit pas simplement dédiée aux musulmans, mais une salle de repos, d'apaisement, soit on peut l'appeler comme on veut.
mais pour que voilà, les étudiants musulmans puissent avoir un endroit dans lequel ils puissent prier et se recueillir. Et malheureusement, ça n'existe à ma connaissance toujours pas. Et voilà, mais c'est simplement pour dire